Ce que vous allez voir à la fin de cette vidéo va littéralement vous choquer. Son histoire n'est pas juste incroyable, elle est bouleversante. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la vérité qui sera révélée va vous laisser sans voix. Et si vous aimez ce genre d'histoire forte, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me suivez. Je m'appelle Blessing. J'ai 16 ans, mais ma vie a commencé bien avant mon âge. Dans ma famille, être une fille n'était pas une joie, c'était une faute, une malédiction muette. Mes 5 frères étaient des rois sans couronne, uniforme propre, livre neuf, rêve encouragé. Moi, je n'étais qu'une main qui serre, un dos qui plie, une bouche qui devait rester fermée. J'étais la dernière à manger, la dernière à dormir, la première à me lever. Je n'avais jamais connu l'école, jamais touché un cahier, jamais porté un uniforme. Parce que pour eux, les filles n'avaient pas besoin d'apprendre. Elles devaient seulement obéir. Chaque matin, je me réveillais avant le soleil. Je chauffais l'eau, je faisais cuire le repas, je balayais, je lavais. Mes mains étaient toujours mouillées, ma peau toujours fatiguée. Quand j'osais demander une chose qui appartenait aux autres enfants, comme aller à l'école, la réponse tombait comme une gifle, parfois littéralement. Les filles n'étudient pas. Un jour tu te marieras. C'est ta mission. Voilà comment on définissait ma vie. Pas une personne, juste un futur sacrifice. Puis un jour, la tempête est entrée dans notre maison. Mon frère aîné, Collins, le fils adoré, l'orgueil de la famille, revint un soir en se tenant la tête, tremblant, le regard vide. La nuit suivante, il vomit, il s'effondra, et tout le monde paniqua. Mon père le porta comme un trésor blessé. Ma mère pleurait comme si le monde s'écroulait. Moi, on me laissa derrière. Je restai à la maison, lavant le sol, attendant les nouvelles comme une étrangère. Quand ils revinrent, leur silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. Puis les mots tombèrent. Tumeur au cerveau, opération urgente, 12 millions. 12 millions. Une somme inimaginable, un mur entre la vie et la mort. Les jours suivants, la maison devint un marché de désespoir. On vendit la voiture, les meubles, les bijoux. On demanda aux voisins, à la famille, à l'église. Les prières pleuvaient, mais l'argent ne venait pas. Collins dépérissait. Et c'est là que le monde devint plus cruel que jamais. Une nuit, ma mère entra dans la petite pièce où je dormais sur mon vieux matelas. Elle me fixa longtemps, comme si elle décidait si j'étais encore humaine, ou déjà un objet. Puis d'une voix froide, elle dit « Blessing, il y a une solution. » Je levai les yeux, espérant, tremblante. Elle murmura ensuite des mots que même l'enfer aurait hésité à prononcer. Un homme riche cherche une fille, pour marier, à son chien. Et il paie 12 millions. J'ai cru mal entendre. Mon cœur s'arrêta. J'ai attendu un rire, une larme, un signe que c'était une plaisanterie terrible, mais ses yeux étaient secs. Durs. Décidés. Tu dois le faire, souffla-t-elle. C'est pour ton frère. Pour nous. Je secouai la tête, la gorge brûlante. Maman, je suis humaine. Sa voix claqua comme un fouet. Tu es notre fille. Tu nous dois ta vie. Et ton frère va mourir. Tu crois que ta douleur vaut sa vie? Le lendemain, le verdict tomba, officiel, sans appel. Mon père m'assit devant lui, mes frères derrière comme des juges. Nous avons accepté. Tu te maries. Pour 12 millions. Je me sentis tomber, avalé par un gouffre. Je pleurai, je suppliai. Ma mère détourna le regard. Mon père leva la main et sa gifle écrasa jusqu'à ma dignité. Tu devrais être reconnaissante, gronda-t-il. Enfin, tu serviras à quelque chose. Il ne me voyait plus comme une fille. J'étais devenue un prix, une valeur inscrite dans une enveloppe. On me verrouilla dans ma chambre pour empêcher ma fuite. Je pleurai jusqu'à ce qu'il ne reste plus de voix. Puis le matin arriva. Un sac. Quelques vieux vêtements. Pas un câlin. Pas un mot d'amour. Rien. À 9 heures, une voiture noire entra dans la cour. Un homme en costume descendit, élégant, froid, étranger à toute humanité. Mon père souriait comme s'il célébrait une victoire. L'homme me regarda comme on inspecte un animal avant l'achat. Elle a l'air en bonne santé, dit-il simplement. Puis il donna l'enveloppe. Mon père la saisit. Je vis ses yeux briller. Pas de fierté, pas de honte, de satisfaction. Elle est à vous maintenant. À vous. Comme une chaise. Comme une chèvre. Comme quelque chose. Je tournai la tête une dernière fois vers ma mère. Elle ne me regarda même pas. Aucun frère ne bougea. Personne ne retint son souffle.
Personne ne pleura. C'était comme si je n'avais jamais existé. Je montai dans la voiture. La porte se referma. Et la maison devint lointaine, minuscule, étrangère. Ce jour-là, je compris la vérité que je refusais depuis des années. Je n'étais pas leur enfant. J'étais leur sacrifice. Et désormais, ma vie ne m'appartenait plus. J'étais Blessing. La fille vendue pour 12 millions. La fille qu'on avait mariée, à un chien. Et pourtant, ce n'était que le début. La route semblait interminable. Par la fenêtre de la voiture, le monde défilait comme un rêve sombre dont je ne pouvais pas me réveiller. Les arbres, les maisons, les passants, tout paraissait loin, silencieux, étranger. Mon cœur battait trop fort, ma gorge brûlait encore du dernier cri que je n'avais pas eu la force de pousser. J'étais vivante, mais quelque chose en moi était déjà mort. Après de longues heures, la voiture quitta la route principale et s'engagea sur un chemin pavé entouré de grands arbres. Devant nous apparut une grille immense en fer noir. Elle s'ouvrit automatiquement, comme une bouche prête à avaler une proie. Derrière, un manoir colossal se dressait, magnifique et terrifiant. Blanc de loin, sombre de près, silencieux comme un secret. Le chauffeur ouvrit la porte. « Descends !» Mes jambes tremblaient, mais je sortis. L'air sentait la richesse, la solitude et quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible mais lourd. Une femme élégante, vêtue d'un uniforme impeccable, s'approcha. Elle ne sourit pas. « Bienvenue », dit-elle d'une voix neutre. « À partir d'aujourd'hui, tu vivras ici. » Elle ne me demanda pas mon nom. Pour elle, je n'étais pas une personne à connaître. Juste une présence à diriger. On me fit entrer. L'intérieur était somptueux, lustre en cristal, sol en marbre, couloir interminable, portrait aux yeux sévères, escalier majestueux qui semblait ne mener nulle part. Rien ne ressemblait à une maison. C'était un royaume, mais sans roi. Tout était parfait, rangé, brillant mais froid. Pas une trace de rire. Pas une trace de vie. Soudain, un grondement sourd retentit. Je sursautai. Un bruit lourd. Des pas, non. Des pattes. Il apparut. Un chien gigantesque, blanc, majestueux, mais effrayant. Plus grand qu'un berger allemand, plus imposant qu'un lion apprivoisé. Ses yeux, ce furent ses yeux qui m'arrêtèrent. Ils n'étaient pas comme ceux des animaux ordinaires. Ils étaient trop humains, trop conscients, comme s'ils regardaient à l'intérieur de moi. « N'aie pas peur », murmura la femme. « Voici, ton mari. » Mon cœur se déchira. Mon mari. On me rappelait que ma vie n'avait plus de sens. Le chien s'approcha lentement. Il ne grognait pas. Il ne courait pas. Il me regardait seulement, fixement, comme s'il me jugeait. J'avais envie de reculer, mais mes pieds étaient cloués au sol. Une part de moi voulait hurler. Une autre voulait comprendre. Puis il détourna le regard et s'éloigna calmement, comme s'il avait déjà accepté mon existence, ou comme si ma présence ne changeait rien. « Il s'appelle Kota », dit la gouvernante. « Tu vivras ici pour prendre soin de lui. Tu dois respecter 3 règles. » Elle leva 3 doigts. Première règle, tu ne sors jamais de cette maison sans permission. Deuxième règle, tu ne tentes jamais de fuir. Troisième règle, tu ne lui fais jamais de mal, quoi qu'il arrive. Je hochai la tête. Pas parce que j'acceptais, mais parce que je n'avais pas le choix. On me montra une chambre. Spacieuse. Belle. Trop belle pour une prison. Un lit large, des rideaux doux, une grande fenêtre donnant sur un immense jardin. Mais malgré toute cette beauté, je n'avais jamais autant ressenti la solitude. Quand la porte se referma, je tombai à genoux. Les larmes, que j'avais retenues pendant le voyage, se déversèrent enfin. Je pleurais pour mon enfance volée. Pour ma dignité brisée. Pour ma vie offerte en échange d'argent. Je pleurais surtout parce que, même ici, dans cette immense maison riche et luxueuse, je n'étais toujours pas libre. La nuit tomba. Je pensais ne pas dormir. Pourtant le désespoir finit par m'emporter. C'est alors que cela arriva. Dans un silence absolu, une voix douce, grave, presque humaine, résonna dans ma tête. « Blessing, ne pleure pas. » Je me redressai brutalement, glacé de peur. Je n'étais pas seule. Et ce que je croyais connaître du monde n'était peut-être qu'un mensonge. Pendant des jours, la même question tournait dans la tête de Lina comme une tempête. Pourquoi 12 millions? Pourquoi elle? Ce chiffre n'était pas seulement une somme d'argent. Il avait un poids, une histoire, une vérité cachée que tout le monde semblait connaître sauf elle.
Un soir, alors que la maison dormait, elle entendit une conversation étouffée dans le couloir. Des voix basses, nerveuses. Elle s'approcha, retenant son souffle. « On ne peut pas la garder longtemps », murmura un homme. « Tu sais très bien qu'elle vaut plus que n'importe quelle autre. Ils la veulent pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a fait. » Répondit l'autre. Son cœur s'emballa. Elle valait quelque chose. Elle n'était donc pas qu'une marchandise. Il y avait autre chose. Le lendemain, l'homme qui l'avait achetée entra dans sa chambre. Son regard n'était ni cruel ni tendre. Il était calculateur. « Tu te demandes sûrement pourquoi toi, pourquoi ce prix, dit-il calmement. « Dites-le-moi, répondit Lina, la voix tremblante. Il la fixa longuement avant d'ajouter. Parce que ton passé n'est pas celui que tu crois. Tu n'as pas été vendu, tu as été récupéré. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Récupéré? Répéta-t-elle, perdue. Oui. Quelqu'un, quelque part, a payé pour que tu ne disparaisses pas. Tu représentes une clé, une pièce manquante d'une histoire beaucoup plus grande que toi. Lina sentit ses jambes se dérober. Toute sa vie, elle s'était crue abandonnée. Aujourd'hui, on lui révélait qu'au contraire, elle valait assez pour qu'on se batte pour elle ou pour la posséder. Elle comprit alors que ce n'était que le début. Derrière ces 12 millions se cachait un secret dangereux. Un secret qui pouvait sauver des vies, ou en détruire. Et maintenant, tout le monde la voulait. Depuis cette révélation, Lina ne dormait presque plus. Chaque regard posé sur elle, chaque porte qui se fermait derrière son dos, chaque murmure dans les couloirs lui rappelait qu'elle n'était plus une simple fille perdue, mais une énigme vivante. Un matin, on vint la chercher sans prévenir. 2 hommes l'escortèrent jusqu'à une immense pièce remplie de dossiers, d'écrans et de cartes accrochées au mur. Au centre, une femme élégante l'attendait, assise, l'air à la fois puissant et fatigué par trop de vérité portée seule. « Assieds-toi, Lina, dit-elle doucement. Je suis celle qui a payé ces 12 millions. » Le cœur de Lina explosa dans sa poitrine. « Alors, c'est vous qui m'avez acheté ? » « Non, » corrigea la femme. « Je t'ai protégée. » Elle posa sur la table un dossier avec une photo de Lina enfant. Mais ce n'était pas juste une photo. Derrière, il y avait un nom différent. Un nom qu'elle n'avait jamais entendu mais qui semblait vibrer dans son âme. « Ce n'est pas ton vrai nom, » dit la femme. « Et tes parents, ils ne t'ont pas abandonné. » Lina sentit les larmes monter. « Où sont-ils » demanda-t-elle d'une voix brisée. La femme inspira profondément. « Ils sont morts à cause de ce que tu représentes, et de ce que tu portes en toi. » Elle ouvrit alors un autre dossier. Des documents secrets. Des analyses. Des signatures de gouvernement. Des symboles d'organisation puissante. Tu es né au cœur d'un projet interdit. Tes parents ont voulu te sauver et ont tout perdu. Toi, tu es la preuve vivante de ce qu'ils voulaient cacher. Voilà pourquoi tu vaux 12 millions. Voilà pourquoi tout le monde te cherche. Le monde de Lina s'effondra et se reconstruisit en une seconde. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement une victime. Elle était une menace. Une clé. Une vérité. Et maintenant ? Demanda-t-elle, tremblante. La femme se leva, posa une main ferme sur son épaule et répondit. Maintenant, Lina, tu dois choisir. Te cacher pour survivre, ou te battre pour la vérité. Pour la première fois, Lina sentit une force monter en elle. Ce n'était plus la fille vendue. C'était la fille qui allait décider. Et ce choix changerait tout. La nuit tomba sur la ville comme un rideau sombre prêt à engloutir tout espoir. Lina restait debout face à la grande fenêtre, observant les lumières lointaines. Dans sa poitrine, 2 forces s'affrontaient, la peur, et le courage qu'elle venait enfin de découvrir en elle. La femme revint la voir, déposant devant elle un petit dispositif noir, semblable à une clé. « Ceci contient toute la vérité, » dit-elle. « Les preuves de ce qu'ils t'ont fait, de ce qu'ils ont caché, et de ce que tes parents ont sacrifié. Si tu l'actives, le monde saura tout. » Lina fixa l'objet. Ce n'était pas seulement un bouton. C'était un destin. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. « Alors tu vivras caché toute ta vie. Ils continueront leurs expériences. Et d'autres innocents paieront le prix. » Un silence lourd tomba. Lina pensa à ses parents. À leur courage. À la petite fille qu'elle avait été, croyant être abandonnée, alors qu'en réalité, on s'était battu pour elle. Elle ne pouvait plus fuir. « Je choisis la vérité, » dit-elle enfin, la voix ferme. La femme esquissa un sourire fier. «
Alors prépare-toi. Une fois lancé, il n'y aura pas de retour. Lina appuya. En une seconde, le monde s'illumina d'alertes, de scandales, de non-puissants exposés, de secrets brisés. Les réseaux explosèrent. Les journaux hurlèrent la vérité. Les masques tombèrent. Mais la conséquence arriva aussi vite. Des sirènes. Des hélicoptères. Des pas qui courent. Ils venaient pour elle. Vite! Cria la femme. On doit partir. Des portes claquèrent. Des coups de feu retentirent au loin. Lina courait, le cœur battant, mais cette fois, ce n'était pas pour fuir. C'était pour vivre libre. Pour honorer ses parents. Pour sauver ceux qui viendraient après elle. Avant de monter dans la voiture qui l'éloignerait vers une nouvelle vie, elle se retourna une dernière fois vers la ville qui avait voulu la faire disparaître. Ils n'ont plus de pouvoir sur moi, murmura-t-elle. Et dans cette nuit pleine de danger mais aussi d'espoir, Lina comprit enfin quelque chose. Elle n'avait pas été vendue. Elle avait été sauvée. Et maintenant, c'était elle qui sauvait le monde.